22 janvier 2023, à Ebogo, un village à 15 km de Yaoundé, un paysan tombe sur un cadavre abandonné dans un champ. Le corps nu, méconnaissable, porte des mutilations atroces. C'est le journaliste Martinez Zogo, disparu depuis 5 jours. Il a été torturé à mort, près de 30 lésions, un pied brisé, des doigts coupés, des traces d'électrocution. Les médecins légistes concluront que le décès est consécutif aux multiples violences subies. Selon les enquêteurs, on lui a même fait subir l'indicible, un bâton enfoncé dans l'anus et des sévices sexuels d'une barbarie inouïe. Son crime, pour avoir mérité un tel supplice, avoir parlé. L'annonce de sa mort sème la stupeur et la peur. Martinez Zogo, 50 ans, était l'animateur vedette d'Embouteillage, une émission populaire de la radio privée Amplitude FM. Chaque soir, il donnait la parole au scandale que tout le monde murmure tout bas. Sa disparition brutale choque l'opinion et terrifie ses confrères. C'est le règne de la terreur. On a l'impression que si un journaliste parle, il va mourir, confie l'un d'eux, sidéré, lors de l'hommage du 23 janvier. Très vite, une question obsédante se pose. Martinez Zogo a-t-il été tué par quelques individus ou par tout un système qu'il dérangeait? La suite de l'affaire va dévoiler un engrenage glaçant, où corruption, impunité et raison d'État semblent s'entremêler. Martinez Zogo, de son vrai nom Arsène Salomon Mbani Zogo, n'était pas un héros impeccable, mais c'était une voix libre et populaire du Cameroun. Né dans un quartier modeste de Yaoundé, autodidacte, il s'est imposé à la radio par son talent d'animateur et son franc-parler. Au micro de Embouteillage, son émission quotidienne, il parlait comme le peuple, en pidgin parfois, avec humour et colère, des embouteillages de scandales qui pourrissent la vie des Camerounais. Il s'était fait connaître en dénonçant haut et fort les affaires de corruption, les détournements de fonds publics et les abus des puissants. Aucun dignitaire n'était épargné par ces coups de gueule, sauf le président Paul Biya, lui-même, au pouvoir depuis 1982. En ondes, Martinez nommait souvent les responsables par leur nom, chose rarissime dans un pays où la presse est sous surveillance. Cette audace lui a valu une grande audience populaire. On le surnommait « la voix des sans-voix », mais aussi l'hostilité féroce de certaines élites. Cependant, Zogo n'était pas intouchable. Au fil de sa carrière, il a subi les foudres du Conseil national de la communication, écopant de suspension pour avoir tenu des propos jugés offensants envers un ministre ou même la star du foot Samuel Eto'o. En 2020, il a été arrêté et emprisonné 2 mois pour une accusation de diffamation venant de la présidence. À chaque fois, il revenait au micro, plus déterminé. Martinez dérangeait, mais il était aussi protégé par sa popularité. Sa voix exprimait tout haut ce que le peuple pensait tout bas. À 50 ans, il était devenu le porte-étendard d'une presse de combat contre l'affairisme et la corruption, dans un Cameroun où s'exprimer librement relève du parcours du combattant. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Lui, pour Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oh, d'accord. Je suis contre, sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amogo-Belinga, sauf erreur, hein, je crois vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission. Je crois vous avoir... Jusqu'à son dernier souffle, Martinez Zogo a braqué le projecteur sur les scandales financiers et les réseaux de prédation qui gangrènent le Cameroun. Ses émissions des semaines précédant sa mort avaient un ton de plus en plus grave. Il annonçait détenir des preuves de détournement massif de fonds publics et promettait de citer les noms des personnalités impliquées. Il évoquait notamment des milliards volatilisés des caisses de l'État, comme ces mystérieuses lignes 65 et 94 du budget national,
des lignes budgétaires censées couvrir des dépenses de sécurité et de souveraineté, mais vidées de leur substance par des mains invisibles. Le pillage du siècle, disait-on déjà, à hauteur de 5 400 milliards de francs CFA envolés entre 2010 et 2021. Martinez-Zogo martelait que l'argent du peuple finançait les trains de vie de quelques intouchables. Sans les nommer directement, il faisait clairement allusion à certains barons du régime et hommes d'affaires très haut placés. Dans l'une de ses dernières chroniques, il s'en est pris à un puissant magnate des médias, accusé d'accaparer illégalement des fonds publics. Des agissements crapuleux fulminait-il à l'antenne, chiffres précis à l'appui. Il qualifiait ce personnage, que tout Yaoundé aura reconnu, de influenceur de magistrat, sous-entendant qu'il tirait les ficelles jusque dans les tribunaux. Le ton montait, Martinez se sachant menacé. Dans les jours précédant son meurtre, il avait publiquement évoqué les menaces qui pesaient sur lui et sur sa famille. Il aurait même déposé auprès des autorités judiciaires une note dénonçant la corruption d'une personnalité de premier plan, espérant qu'une enquête officielle s'ouvre. Autrement dit, il sentait le danger venir, mais il continuait malgré tout à parler, coûte que coûte. Cette obstination faisait de lui une cible à abattre. Quiconque l'écoutait comprenait qu'il marchait sur des plates-bandes interdites, celles où se mêlent argent, pouvoir et impunité. Martinez-Zogo dénonçait un système entier, un écosystème de prédateurs économiques protégés par des complicités au sommet. Et ce système, qu'il exposait jour après jour à la radio, ne pouvait le laisser faire indéfiniment. Le 17 janvier 2023, il fait nuit noire à Yaoundé lorsque Martinez-Zogo quitte les studios d'Amplitude FM. Sur la route de la maison, il remarque qu'une voiture le file. Inquiet, il fonce vers le poste de gendarmerie le plus proche, à Nkol-Nkondi. Il est environ 20 heures lorsque sa voiture emboutit la barrière du poste. Les gendarmes entendent un grand fracas dehors. Martinez hurle, il appelle au secours de toutes ses forces. Mais en quelques instants, 5 hommes cagoulés surgissent de 2 véhicules, le maîtrisent violemment et l'enlèvent sous les yeux, incrédules ou complices, des gendarmes. Il a crié « Mais personne n'a rien fait », s'indigne plus tard un confrère en colère. En moins d'une minute, la voiture de Zogo est vide, la portière béante près du portail cabossé. Les gendarmes, stupéfaits, ne retrouvent sur place que le véhicule endommagé. Martinez, lui, a disparu. Pendant 5 jours, c'est le silence radio. La nouvelle de son enlèvement circule d'abord sur les réseaux sociaux, amplifiée par des journalistes expatriés. À Yaoundé, ses collègues oscillent entre angoisse et résignation. Beaucoup se taisent, craignant d'être les prochains sur la liste. Des voisins de Zogo confient anonymement qu'ils avaient repéré des inconnus rôdant devant son domicile les nuits précédentes. La veille de l'enlèvement, la femme de Martinez a même découvert que les freins de sa voiture avaient été sabotés. Sans doute un avertissement destiné à son mari. Personne n'ose parler ouvertement de ces intimidations. L'atmosphère, déjà pesante pour la presse, vire à la terreur. Puis, survient le 22 janvier 2023, et la terrible découverte du corps mutilé de Martinez-Zogo dans la broussaille aux abords de Yaoundé. La dépouille, en état de décomposition avancée, porte la marque d'un calvaire inimaginable. Un collègue de la radio appelé pour identifier le corps s'effondre en larmes. Horreur sans tamis, terreur sans répit. Le corps de Martinez-Zogo allongé sur un terrain nu à Ebogo 3, non loin de Soa. Révélation du crime tombé à nos yeux ce dimanche après 5 jours de suspense. Chrono lancé vers 23h minuit, l'alerte trottinante sur les réseaux sociaux annonce l'enlèvement de Martinez-Zogo par 4 hommes cagoulés non identifiés à Yaoundé. La nouvelle se limite encore à quelques yeux de veilleurs sur la toile. Mercredi 17 au petit matin, l'information devient virale. Elle court et inonde tous les canaux d'information et d'alerte. Un élément audio de témoins en circulation renseigne sur les circonstances de ce kidnapping. Il quittait là-bas en bas, il est monté là-bas à la gendarmerie avec la voiture. Comme le portail était fermé,
il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant, les gens qui lui suivaient ont aussi pris le même virage. Maintenant, comme le portail était fermé, la voiture est retournée par derrière, ça a fait la marche arrière, ça a dosé la voiture qui lui suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens l'ont donc attrapé. Il a crié au secours, aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il met dans la voiture et parti. On parle tout bas de mutilation génitale, de dents arrachées, d'un corps brisé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Au Cameroun, l'effroi le dispute à la colère. Qui a pu commettre une telle barbarie? Et qui donc protège des assassins capables d'une telle cruauté? Car très vite, la rumeur publique désigne non pas de simples malfrats isolés, mais des hommes de l'ombre liés au cercle du pouvoir. Les autorités, d'abord muettes, finissent par communiquer. Le 20 janvier, alors que Zogo était encore introuvable, le ministre de la Communication René Sadi publia un communiqué lénifiant promettant que toute la lumière serait faite. Après la découverte du corps, le ton se durcit. Crime odieux, inqualifiable et inadmissible, dit le gouvernement, assurant que les coupables seraient punis. Mais beaucoup n'y croient guère. Les journalistes camerounais, eux, sont en deuil et en colère. Près d'une centaine se rassemblent en noir devant Amplitude FM le 23 janvier et marchent vers le ministère pour réclamer justice pour Martinez Zogo. L'un d'eux porte sur sa poitrine une pancarte manuscrite. « Si je parle, je meurs ». Toute la profession s'identifie à ce martyr. Derrière l'émotion, la peur règne. On a l'impression que si un journaliste parle, il va mourir, répétant les confrères abasourdis. Dès lors, la question change de nature. Ce n'est plus seulement « Qui a tué Martinez Zogo ?» mais « Qui protège ceux qui l'ont tué ?» Comment des ravisseurs ont-ils pu opérer ainsi devant un poste de gendarmerie sans réaction? L'absence d'intervention des forces de l'ordre alimente les soupçons de complicité. Il est allé à la gendarmerie, il a crié, mais personne n'est intervenu. C'est que les tueurs savaient qu'ils n'avaient rien à craindre, entend-on murmurer. Les zones d'ombre autour de l'assassinat sont immenses. Seule certitude, les exécutants disposaient de moyens et de protection dignes d'un appareil d'État. Trois ans, jour pour jour, après la disparition de Martinez Zogo au Cameroun, le procès de son assassinat est actuellement en cours au tribunal militaire de Yaoundé. L'animateur radio dénonçait la mauvaise gouvernance et les détournements de fonds de certains pontes du régime. Face au tollé national et international, les autorités camerounaises sont forcées de réagir rapidement. Le président Paul Biya en personne ordonne, fin janvier 2023, la création d'une commission mixte police-gendarmerie chargée de faire toute la lumière sur l'affaire. À la tête de cette enquête spéciale, le patron de la direction de la sécurité, DGSN, Galax Yves Landry Etoga, reçoit l'instruction de frapper fort. Et en effet, dans les jours qui suivent, les nouvelles sont dignes d'un film. Une vingtaine d'agents des services secrets, DGRE, sont interpellés, et pas n'importe lesquels. Le 7 février 2023, c'est carrément le directeur du contre-espionnage, Léopold Maxime Eko, qui est arrêté et placé en garde à vue avec le statut de suspect. Son adjoint, le lieutenant-colonel Justin Danoué, chef des opérations spéciales de la DGRE, est également arrêté. Le pays retient son souffle. L'enquête va-t-elle vraiment remonter jusqu'aux hautes sphères? Les premières auditions confirment un scénario accablant. L'ex-directeur des opérations de la Direction générale du renseignement, Elon James, a décrit une opération de la surveillance et l'enlèvement de Martinez Zogo teinté de plusieurs irrégularités. Il estimera que Justin Danoué n'avait pas le pouvoir de lancer une telle action contre Martinez Zogo. Selon lui, c'est le directeur général de la DGRE en a l'autorité. Or, Maxime Eko, directeur général au moment des faits, conteste avoir donné un tel ordre. Justin Danoué, dès son arrestation, passe aux aveux. Dans un procès-verbal manuscrit qu'a pu consulter RSF, il décrit en détail le plan macabre monté pour faire taire Martinez Zogo. Il révèle qu'un commando de plusieurs éléments de la DGRE a été diligenté pour filer, enlever, puis éliminer le journaliste. Selon ses aveux,
Après avoir intercepté Zogo devant la gendarmerie, ils l'ont emmené dans un lieu secret. Et là, Danwe lâche une bombe. Il affirme que ce lieu est un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, le fameux magnate des médias qu'avait pris pour cible Martinez Zogo. Toujours d'après Danwe, Belinga en personne était présent sur les lieux. Furieux des révélations de Zogo à son encontre, il aurait roué de coups le journaliste dans le sous-sol de son bâtiment. Plus incroyable encore, Danwe assure que Belinga a appelé par téléphone le ministre de la Justice, Laurent Tessot, en cours de route, et que ce dernier lui aurait conseillé de finir le travail. Autrement dit, si l'on en croit cet officier, les plus hautes autorités, le patron du renseignement, un richissime homme d'affaires ami du pouvoir, et même le garde des Sceaux, auraient été partie prenante de l'assassinat. Un récit accablant qui démontre que l'homicide relève du crime d'État, conclut RSF en février 2023. Le 6 février 2023, à l'aube, Jean-Pierre Amougou Belinga est arrêté à son domicile, menottes au poignet, par une unité spéciale de gendarmerie. L'image de cet intouchable présumé tombant de son piédestal fait sensation. Journée de jeudi très mouvementée ici à l'immeuble Ekan appartenant au patron du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, interpellé depuis lundi dernier dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo. Il faut dire que la journée a été très chargée puisqu'une perquisition a eu lieu toute la matinée et s'est achevée pratiquement à 16h30 en présence bien sûr de Jean-Pierre Amougou Belinga et bien d'autres entités de la structure qu'il dirige. Et ce soir, on peut dire qu'il y a eu de nouvelles interpellations bien sûr, notamment l'épouse de Bruno Bidjan, qui est directeur général des médias du groupe L'Anecdote, Ivana, qui a donc été interpellée. Il en est de même pour la chef de la division de communication de ce groupe, Inès Belinga, y compris bien d'autres responsables. Dans la foulée, les domiciles somptueux de ce patron de presse sont fouillés et une quinzaine de téléphones portables lui appartenant, ainsi qu'à sa famille, sont saisis. L'enquête avance vite et bien, semble-t-il. Le gouvernement se félicite publiquement de ces avancées, assurant que justice sera faite. Amnesty International, RSF, l'UNESCO, l'Union européenne, toutes les voix internationales saluant ces premiers pas, tout en demandant que l'enquête aille jusqu'au bout. Il est essentiel qu'une enquête approfondie éclaire toutes les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduits en justice, déclare ainsi l'UE le 23 janvier. Le pouvoir de Yaoundé, ébranlé par l'indignation générale, promet la vérité. Pour beaucoup de Camerounais, l'espoir renaît. Les assassins de Martinez Zogo vont enfin être démasqués et punis. Pourtant, très vite, cet espoir se mue en désenchantement, car à partir de la mi-février 2023, l'enquête s'enlise mystérieusement. Des fuites dans la presse révèlent que le contenu des téléphones saisis de Belinga a été effacé à distance quelques jours après son arrestation. Ses comptes WhatsApp, Telegram et iCloud ont été supprimés juste avant qu'il ne soit appréhendé, faisant disparaître d'éventuelles preuves compromettantes. Où est le lieu exact du crime ? Malgré les révélations initiales, un flou subsiste. Le corps de Zogo ayant été déplacé, l'endroit où il a agonisé n'est pas formellement identifié un an après. Que contenaient les relevés téléphoniques ? Ils tardent étrangement à être versés au dossier. Plus troublant, alors qu'en février on parlait clairement d'assassinat avec préméditation, les charges officiellement retenues contre les suspects sont progressivement requalifiées. Fin 2023, on découvre que la plupart des inculpés ne sont plus accusés que de complicité de torture, comme si Martinez Zogo n'était pas mort des suites du supplice. On évoque soudain la thèse d'un deuxième commando inconnu qui serait intervenu après le départ de la première équipe et qui, lui, aurait commis le meurtre. Thèse abracadabrante qui jette le doute sur l'implication des suspects initiaux. Manipulation ? Aux yeux de beaucoup, on cherche à semer la confusion pour sauver les vrais commanditaires. En coulisses, d'énormes pressions politiques semblent peser sur le dossier. Pas moins de 2 juges d'instruction successifs sont dessaisis de l'affaire en 2023, sans explication claire. Le deuxième magistrat dessaisi avait provoqué un scandale. Le 1er décembre 2023, il avait signé une ordonnance de mise en liberté de 2 suspects majeurs, Jean-Pierre Amougou Belinga et le chef du renseignement Eko, avant que sa décision ne soit annulée in extremis en prétendant qu'il s'agissait d'un faux document.
Cette valse hésitation décrédibilise la justice aux yeux du public. Tout a été fait pour désamorcer cette enquête, fulmine un observateur qui redoute que l'affaire ne finisse enterrée comme tant d'autres. Malgré tout, officiellement, le processus suit son cours, du moins en apparence. Mars 2024, l'instruction militaire est déclarée bouclée, 17 personnes, agents du renseignement et proches de Belinga, sont formellement inculpées et renvoyées devant le tribunal. Parmi elles, Léopold Eko, l'ex-patron du contre-espionnage, et Justine Danoué, son adjoint, mais aussi Jean-Pierre Amougou Belinga, présenté comme le cerveau de l'opération punitive. Toutefois, les chefs d'accusation font tiquer. Belinga n'est inculpé que pour complicité de torture sur le journaliste, et non meurtre. Le juge d'instruction Florent Sicati a suivi la thèse d'un commando bis. En gros, il retient que Belinga a ordonné de corriger Zogo, pas de le tuer, et qu'une autre main coupable aurait porté le coup fatal. Beaucoup y voient une fuite en avant judiciaire destinée à épargner les vrais donneurs d'ordre. D'autant que certaines personnalités clairement mises en cause n'ont jamais été inquiétées. Le ministre de la Justice Laurent Esso, cité nommément dans l'audition de Justin Danoué, n'a pas été convoqué une seule fois. Il est toujours solidement en poste. Jean-Pierre Amougou Belinga, quant à lui, malgré son incarcération, conserve des soutiens au plus haut niveau de l'État. Cet homme d'affaires flamboyant, proche entre autres du ministre Laurent Esso, passait pour intouchable grâce à ses réseaux dans les arcanes du pouvoir. Son arrestation en 2023 avait été interprétée comme un épisode de la lutte de clans qui fait rage autour de la succession du président Biya, 91 ans. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui craignent un enterrement de première classe de l'affaire Martinez-Zogo, victime collatérale de ce duel entre factions. De hautes personnalités sont impliquées, les camps se neutralisent et cela impacte l'évolution de l'instruction. Analyse Maître Calvin Job, l'avocat de la famille Zogo. En résumé, plus d'un an après les faits, la vérité judiciaire est bloquée. Officiellement, un procès des suspects devrait s'ouvrir devant le tribunal militaire de Yaoundé. Aucune date n'est confirmée, mais on évoque 2024. Officieusement, beaucoup redoutent une parodie de justice, où quelques exécutants seront condamnés pour la forme pendant que les commanditaires réels, eux, s'en tireront dans l'ombre. La promesse gouvernementale de faire toute la lumière semble bien loin. Justice en marche ou mascarade? La question reste ouverte. La vidéo que nous vivons ne peut conclure à la place des juges, mais il peut poser les faits, et ces faits donnent le vertige. Merci d'avoir regardé cette vidéo.